Merci pour votre fidélité au programme de la 7TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, cet échec des négociations une nouvelle fois entre le SAES et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Une rencontre tenue hier n'a pas permis de trouver des points d'accord entre les deux parties. Une nouvelle impasse qui alimente les tensions en attendant la rencontre des syndicats demain à la primature. Également à la une, cette excision collective de 11 jeunes filles de moins de 15 ans dans le département de Goudomp. C'était le 15 février dernier, un acte fortement condamné de part et d'autre. Des organisations telles que l'UNICEF, l'UNFPA et l'ONU Femmes ont alors haussé le ton et appellent à une application stricte des lois en vigueur. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Une note judiciaire très rapidement pour commencer. Hassan Diouf a été interpellé ce mercredi très tôt dans la matinée à Guédiawaye par la division des investigations criminelles, un fait rapporté par plusieurs médias sans évoquer néanmoins les motifs de son arrestation. Toutefois, il faut souligner que dans l'une de ses dernières apparitions sur YouTube, l'activiste s'en est violemment pris au Premier ministre Ousmane Sonko, l'accusant d'avoir menti au sujet d'un compte bancaire contenant 1000 milliards de francs CFA. Et nous l'annoncions dans les titres en prélude à la grande rencontre des syndicats avec la primature demain. Les tensions persistent dans l'éducation. Les négociations entre le syndicat autonome des enseignants du supérieur et le ministère de l'enseignement supérieur ont une nouvelle fois échoué, ce qui peut accentuer la tension qui persiste entre les deux parties lors de leur rencontre qui a eu lieu hier en après-midi. Aucune avancée concrète n'a été réalisée. La réunion tant attendue pourtant par les enseignants du supérieur s'est avérée plus une session d'information qu'un moment de négociation. Le ministre de tutelle a, selon le SAES, évoqué les sujets en discussion sans apporter de solutions concrètes. Une nouvelle impasse donc dans les négociations qui marque un échec supplémentaire dans le dialogue entre les autorités gouvernementales et les enseignants. La situation semble de plus en plus tendue et le SAES, déjà sur la défensive, attend désormais de voir si les discussions avec le Premier ministre demain pourraient aboutir à un dénouement plus satisfaisant pour ses membres. Et justement, cette rencontre très attendue de demain, pour réussir ses projets, le gouvernement a besoin de l'accompagnement des syndicats. Selon Moussa Bala Fofana, le ministre de l'Urbanisme affirme qu'il est essentiel pour les acteurs sociaux et le gouvernement de se réunir pour discuter des projets entrepris pour transformer le pays. Premièrement, il est une tradition démocratique que la primature et les acteurs sociaux se réunissent pour échanger sur les grandes réformes que nous devons entreprendre ensemble pour pouvoir créer un climat de stabilité et permettre à notre économie et à notre démocratie de souffler. Comme vous le savez, depuis notre arrivée, nous avons eu à prendre des mesures très importante concernant la gestion du pays. On a fait un travail de diagnostic et de projection avec des grands projets, mais nous avons besoin de l'accompagnement des acteurs du milieu syndical. Et voilà l'importance de cette rencontre qui est plus un moment d'échange, de discussion pour une bonne coordination et la création d'une stabilité, parce que c'est dans la stabilité que nous pouvons créer de la croissance. D'ailleurs, on parle même d'un pacte de stabilité, et qui dit pacte donc dit un moment d'échange, une concertation et une entente. C'est ce que nous recherchons. Et ça, c'est dans l'intérêt du peuple sénégalais parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est en tournant important. Nous avons de grands chantiers qui nous attendent et nous avons besoin de tout le monde. On reste avec le ministre de l'Urbanisme dans le cadre du programme national d'accès au logement et de rénovation urbaine. Le gouvernement a réuni les acteurs du secteur, banques commerciales, fonds d'investissement et institutions financières nationales et régionales. Une rencontre tenue en présence de Moussa Bala Fofana qui a mis en avant le projet ambitieux des 500 000 logements de l'État du Sénégal. C'est une rencontre basée sur la question du logement, du financement et du foncier. Les échanges ont tourné autour des enjeux économiques. L'objectif est d'établir un cadre de concertation. Aujourd'hui, nous avons senti que nous avons des partenaires, des gens qui ont conscience de l'importance du logement dans la vie de nos concitoyens et aujourd'hui qui ont démontré non seulement de cette envie d'accompagner, mais qu'ils ont l'expertise
de nous accompagner à parfaire ce programme. Faciliter l'accès au logement à tout citoyen demeure une priorité pour l'État du Sénégal. La vision consiste à apporter de nouvelles orientations pour relever le défi. Aujourd'hui, le loyer représente 54% des dépenses d'un ménage. Quand vous avez un salaire de 500 000, c'est plus de 250 000 francs que vous mettez dans un loyer. Un père de famille laisse à ses progénitures souvent cette maison qui est l'héritage. Tout travailleur veut avoir cette dignité, cette tranquillité d'avoir son chez soi et d'être sûr qu'entre ces murs bien aménagés, bien pensés, il a la tranquillité, il a la paix. Voilà ce que représente le logement pour les ménages. L'accès au logement pour tous, l'État a pris l'engagement d'accompagner les Sénégalais d'ici et de la diaspora. Celui qui est dans l'informel, qui pour le moment veut une parcelle pour faire de l'autoconstruction, nous aurons des solutions. Pour le fonctionnaire qui, depuis son salaire, veut un prêt, nous aurons des solutions. Pour le Sénégalais dans la diaspora, qui de loin veut avoir une parcelle de manière sûre, choisir un promoteur sérieux et construire sa maison, nous allons l'accompagner. Les concertations vont se poursuivre, selon eux, pour la réalisation du projet de 500 000 logements, selon le ministre. Du côté du ministère des Mines, à présent licenciés depuis 8 mois, les 44 travailleurs du ministère refusent d'accepter leur sort qu'ils disent d'avoir été décrété de façon unilatérale par le ministre. Lors d'une conférence de presse tenue hier, ils ont dénoncé le mutisme des autorités face à cette situation qui, disent-ils, perdure et qui plonge leurs collègues dans la précarité. Selon le collectif, toutes les raisons avancées par le ministère de tutelle pour justifier ces licenciements sont infondées devant la loi, à commencer par la supposée irrégularité de leurs contrats. Vous ne pouvez pas dire que donc ces contrats, dans un premier temps, n'ont pas le visa de l'inspection du travail, et nous savons tous que la nature du contrat, le CDD, le CDI, autant pour moi, donc n'a pas besoin du visa de l'inspection du travail. Parce que l'essentiel en est que donc les deux parties puissent véritablement contracter le contrat et ça devient valable. Pour ce qui est de la thèse des recrutements politiques, là aussi, les travailleurs battent tout en brèche, dénonçant un argumentaire fallacieux. C'est des Sénégalais qui remplissent les profils. Parce que parmi ces gens que vous voyez, il y a des ingénieurs géologues, il y a des topographes, il y a des, agents administratifs, il y a des gestionnaires, n'est-ce pas? Il y a véritablement des urbanistes. C'est des gens qui ont le profil. Ainsi, ils assurent qu'ils seront vent debout et qu'ils ne reculeront devant rien pour obtenir gain de cause. Nous allons continuer à se battre. Déjà, nous marquons notre ancrage dans les centrales syndicales pour que véritablement cette question aussi soit prise au plus haut niveau. Et d'ailleurs, nous allons vers une concertation avec le Premier ministre le jeudi. Mais c'est l'occasion de parler, n'est-ce pas, toute cette problématique que les travailleurs sont en train de vivre. D'ailleurs, ces travailleurs n'excluent pas d'aller jusqu'à observer une grève de la faim pour être rétablis dans leurs droits. Et même si le ministre a affirmé qu'il pourrait en reprendre certains dès qu'il aurait le décret lui permettant de recruter, eux exigent que tous les 44 soient pris en priorité et non une partie. Puis un Bebes, l'opération de déguerpissement se poursuit avec l'arrestation de 15 récupérateurs par les forces de défense et de sécurité, une situation dénoncée par Aaron Agnès, président de l'association des récupérateurs de la décharge. Pourtant, un dialogue avait été envisagé entre le ministre de l'Urbanisme, les collectivités territoriales et les récupérateurs, mais jusqu'ici aucun compromis n'a encore été trouvé. Situation vraiment désolante face à ce projet Promojet qui nous renvoie même à l'esclavagisme, parce qu'on ne peut pas comprendre un projet lancé en 2021 et que nous avons accompagné le processus depuis 2021 pour trouver des solutions pour la modernisation de la décharge. On ne peut pas comprendre. Le préfet nous avait donné une sommation de quitter les lieux le vendredi, le jeudi passé, et alors qu'on avait eu un courrier de la primature qui nous renvoie au ministère de l'Urbanisme pour qu'on puisse discuter avec le ministère du tutelle. Et le ministère du tutelle nous a dit qu'il va prendre ça en charge et on va discuter avec le Promojet
pour essayer de s'asseoir autour d'une table, pour essayer de vraiment de trouver une solution. Mais à notre grande surprise, c'était le jeudi, à notre grande surprise, le préfet est venu avec les forces de l'ordre, ils ont commencé à déguerpir les récupérateurs. Et des récupérateurs ont été arrêtés par la police. Ils sont au nombre de 15. À présent, l'affaire de l'institutrice de l'école 6 de Ouakam, cette dernière qui est visible dans une vidéo en train de proférer des insultes à ses élèves. Sur place, les responsables de l'école ne veulent pas se prononcer. Néanmoins, des mesures judiciaires pourraient être engagées d'après certains. Omar Thiam pour le reportage. La vidéo partagée sur le réseau social TikTok a enregistré près de 50 000 vues en moins de 20 heures. La vidéo, censurée pour ne pas faire passer les propos injurieux de celle qui semblerait être l'institutrice, a eu lieu à l'école élémentaire Ouakam 6, en face de la cité Komiko. L'incident a effaré plus d'un. Pour plus d'informations, nous nous sommes rendus à la dite structure où l'on a échangé en off avec la directrice qui affirme « Nous n'avons pas d'explication à vous donner, hormis à notre tutelle ». Qu'est-ce qui a motivé ce déversement de colère sur les écoliers? Pas de réponse de la part de la directrice. Nous nous sommes résignés à attendre la fin des cours pour interviewer des témoins. Là aussi, la directrice s'interpose en veillant scrupuleusement à ce que les potaches évitent au maximum notre caméra. Face au tollé que l'affaire suscite sur la toile, la chef d'établissement affirme que des procédures judiciaires seront engagées. Omar Thiam, l'affaire indigne de part et d'autre. Le président national des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, Abdoulaye Fane, condamne fermement cet incident. Il appelle les autorités académiques à identifier l'institutrice en question et à lui infliger des sanctions exemplaires. Je suis complètement choqué et je sais que c'est valable pour pratiquement tous les Sénégalais et particulièrement les parents d'élèves de constater une enseignante particulièrement une femme. Parce que peut-être si c'était un homme, on pourrait peut-être en dire, mais une femme insulter des enfants. Je crois que cette dame-là, elle n'a pas sa place à l'école. Dans pratiquement tous les corps de métier, il y a des brebis galeuses et celle-là, elle en fait partie. Nous demandons aux autorités académiques et vraiment au ministère de l'Éducation nationale éventuellement de mener des investigations pour identifier cette dame-là et vraiment que des sanctions vraiment exemplaires puissent suivre afin que nul ne puisse proférer des menaces, des insultes de ce genre dans un établissement scolaire. Parlons à présent de technologie avec l'essor de l'intelligence artificielle et cette dernière qui touche désormais à tous les secteurs dont la justice est conscient de cet enjeu. Le Centre de formation judiciaire a organisé un atelier de formation sur l'intelligence artificielle et l'état du droit en Afrique de l'Ouest. C'est dans le but de mieux en prendre avantage à tous les niveaux. L'intelligence artificielle s'invite de plus en plus dans les tribunaux sénégalais pour alléger certaines tâches. Des magistrats et autres acteurs judiciaires ont reçu une formation pour la compréhension de l'IA, son utilisation et les implications dans le secteur judiciaire. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, l'intelligence artificielle est en train d'être utilisée pour diverses tâches. C'est la raison pour laquelle nous pensons que c'est une idée qui vient à son heure. L'intelligence artificielle continue ainsi d'impacter presque tous les aspects des interactions sociales et le système judiciaire ne pouvait pas en être épargné. Nous sommes confrontés à des difficultés de toute nature. Je pense en particulier à l'engorgement des rôles des tribunaux, à la lenteur dans le traitement de certains dossiers. Sur tous ces aspects-là, l'IA peut contribuer effectivement à améliorer le fonctionnement des juridictions. L'initiative est lancée par l'UNESCO pour former les juges et ceux qui sont en formation dans les centres de formation judiciaire. Nous espérons, au travers de cet atelier, engager la discussion avec les différents centres de formation judiciaire parce qu'on voudrait
que les futurs acteurs judiciaires puissent être déjà dotés de ces compétences. Et cela n'est possible que si les centres de formation judiciaire intègrent ces modules dans leur cursus de formation. Mais ce système, bien que bénéfique, présente néanmoins des risques. L'objectif de cette rencontre, c'est précisément de réfléchir à la fois sur les opportunités et sur les risques et de voir dans quelle mesure l'introduction de l'IA dans nos systèmes éducatifs pour contribuer à renforcer à la fois l'administration de la justice en général et le fonctionnement des juridictions en particulier. Après donc le lancement de la stratégie nationale numérique New Deal Technologie, les acteurs de la justice comptent aussi sur le numérique pour l'apanage du système judiciaire. Très rapidement, l'affaire Adama Dusfal qui a été présentée ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour diffusion de fausses nouvelles, placé donc sous mandat de dépôt lundi dernier. Le chroniqueur a été jugé en flagrant délit. Lors d'une émission diffusée sur YouTube, le chroniqueur avait déclaré que des jeunes bénéficiaient du programme de migration vers le Qatar contre la somme de 1 500 000 francs CFA. Bien sûr, nous reviendrons là-dessus avec probablement plus de détails dans nos prochaines éditions. Et puis, efficacité du secteur public lors des concertations régionales à Louga relatives aux services publics. Les acteurs ont identifié les défis et proposé des solutions pour améliorer son efficacité. Ces échanges devraient permettre de recueillir les préoccupations des usagers pour orienter les réformes. L'objectif de ces concertations, c'est de saisir, de recueillir donc, les impressions des usagers du service public. Donc, ces axes relèvent donc, de la qualité donc, de ce service public, l'accessibilité donc, de ce service public, mais aussi l'accessibilité de ces services publics, mais aussi la gouvernance de ces services publics, parce que ces services publics sont offerts par des acteurs. Donc, et ces acteurs, dans le cadre d'une gouvernance, offrent donc, des services publics aux usagers, donc, pour ne pas dire aux populations. La réforme du service public n'est pas un fait nouveau. L'État du Sénégal a toujours construit des initiatives de changement qui ont souvent buté à des difficultés liées peut-être à la non-implication suffisante des acteurs de base. Et aujourd'hui, c'est à travers ces changements que nous pensons que les réflexions devront aboutir à la proposition de solutions. Que le jour de la finale, devant Michel le Premier ministre, qui a recommandé la tenue de cette initiative, Michel le ministre de la fonction publique présentera à la fois un diagnostic clair et précis dégagé par les populations et les acteurs territoriaux, mais en même temps lui versera dans le même panier les propositions de solutions issues de la base des populations ainsi que des acteurs. Pour finir, l'excision, un phénomène qui continue de faire des ravages dans certains endroits. En 2025, au Sénégal, d'ailleurs, une excision collective de 11 jeunes filles de moins de 15 ans a été tenue le samedi 15 février dernier dans le département de Goudomp. Une action qui a suscité l'indignation et a poussé l'UNICEF, l'UNFPA et l'ONU Femmes à élever la voix. Ces trois agences du système des Nations Unies appellent à une application stricte des lois en vigueur pour freiner définitivement les mutilations génitales féminines. L'intelligence artificielle s'invite de plus en plus dans les tribunaux sénégalais pour alléger certaines tâches. Des magistrats et autres acteurs judiciaires ont reçu une formation pour la compréhension de l'IA. Malgré les campagnes de sensibilisation et tout le corpus judiciaire pour éliminer l'excision, la pratique continue toujours dans certaines zones du pays, révèle un communiqué conjoint de l'UNICEF, UNFPA et ONU Femmes. Il signale à cet effet que 11 fillettes âgées de 5 mois à 5 ans ont été collectivement excisées le samedi 15 février 2025 dans le département de Goudomp, dans la région de Sédhiou. Ces organisations disent ainsi regretter profondément ces faits qui interviennent quelques jours après la commémoration nationale de la Journée internationale de la tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines. Bien qu'aucune interpellation n'ait été faite à ce jour, les trois agences du système des Nations Unies saluent le travail des forces de l'ordre et des services de protection de l'enfant et de la santé, ainsi que l'engagement des personnes qui ont dénoncé ces crimes et permis d'identifier les victimes. Ils rappellent par ailleurs que les mutilations génitales féminines infligent de graves blessures physiques et psychologiques profondes et irréversibles, engendrant des douleurs, des traumatismes et des risques mortels pour la santé. De même, elles portent atteinte aux droits fondamentaux des femmes et des filles de disposer de leur corps
et de vivre en toute sécurité dans la dignité. UNICEF, UNFPA et ONU Femmes s'alarment ainsi que ces pratiques néfastes continuent d'être perpétrées avec la complicité de certains membres de la communauté, alors que le Sénégal a joué le rôle de précurseur dans la région en adoptant dès 1999 la loi qui incrimine non seulement la perpétration, l'instigation, la préparation et ou l'assistance à un acte de mutilation génitale, mais aussi le non-signalement d'incidents liés à une mutilation génitale féminine ainsi que la pratique transfrontalière. L'UNICEF, UNFPA et ONU Femmes rappellent également que l'article 7 de la Constitution du Sénégal prévoit la protection de toutes les personnes contre toutes les mutilations physiques. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux qui se sont intéressés à la situation sociale du pays. C'est le cas de Direct News. Il indique que le malaise social s'amplifie. Sur le journal, à la veille de la rencontre entre le Premier ministre et les syndicats, les complaintes fusent. La Tribune lui écrit qu'il existe une longue liste de promesses non tenues par Bassirou Diomaye Faye. Avec la justice, le chômage, les fonds politiques et la cherté de la vie, le tandem Diomaye-Sonko avait promis de couper les liens ombilicaux qui lient la justice à l'exécutif, mais en vain. Rien depuis lors, autant de promesses non tenues sont la Tribune. Wolf Quotidien écrit que ça sent le roussi avec les industriels agroalimentaires et la deuxième baisse annoncée des prix de denrées. Mais sur le journal, le secteur du BTP est sous tension avec des créances bancaires et des tensions de trésorerie. Et c'est la grève dans beaucoup de secteurs et l'État lui est asphyxié. Selon critique, ces rencontres entre le gouvernement et les syndicats, ça passe ou ça casse, car les populations ont les yeux rivés sur cette rencontre et ce qui va en découler. Mais le quotidien lui s'interroge sur le silence intrigant du Parti démocratique sénégalais. Le parti de Wade ne s'est pas prononcé depuis des mois sur les événements de l'actualité. En politique, Sud Quotidien lui écrit que le FDR cherche ses marques avec la faiblesse dynamique unitaire de l'opposition autour de son cadre et l'absence de débat public malgré le lancement en grande pompe de cette coalition. Source A lui se penche sur Amadou Ba de Pastef. Le journal le qualifie de répondeur automatique du parti Pastef. La preuve, ce dernier s'en est vêtement pris au journal Source A, dont le seul tort est d'avoir exploité une banale note de service est signé par le secrétaire général de l'Assemblée nationale et portant sur un suivi médical préventif aux parlementaires et aux personnes administratives. Sur le journal, Amadou Ba de Pastef a manqué une belle occasion de se taire et tente d'indiquer aux journalistes la direction à prendre. Direction États-Unis, et c'est Macky Sall qui, dans l'as, répond à Donald Trump. L'Afrique n'est plus dans une perspective de prendre la main, lui a signifié Macky Sall, ancien chef de l'État du Sénégal. Même son de cloche dans Vox Populi, et c'est Macky Sall qui monte et chrono et répond à Donald Trump, le président américain, une réplique salée de l'ancien président sénégal. Autre Sall, il s'agit du fils de Macky Sall, Amadou Sall. Libération a révélé réquisitoire du parquet financier. Amadou Sall, fils de Macky Sall, Seynabou Ndiaye, la procuration et l'histoire du virement de 10 milliards dans le compte ouvert par Woodward Investment à la NCIA l'a installé dans la procédure. Le parquet vise 10 personnes et X dans son réquisitoire introductif sans libération. Le Soleil, lui, se penche sur l'insuffisance du contrôle de la restauration de rue, souligne que la consommation est à haut risque, surtout pour les amateurs de Maïga et de Frochaya. En sport, les Échos mettent en exergue Makan Maï, promoteur de lutte qui déverse sa colère sur le refus de la police de sécuriser les combats de lutte. 80 lutteurs contraints de ne pas se produire. Tout est à l'arrêt, dénonce Makan Maïga. Le Dakarois Sport titre 140 lutteurs et 7 promoteurs dans l'impasse. Le journal Record se penche sur Ismaël Sarr qui rugit de nouveau selon Record. Il marque un doublé contre Aston Villa. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.